Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Restaurer la paix et la sérénité dans le Mayo Moscota, la mission du gouverneur de l'extrême nord sur le site de l'attentat kamikaze de ce dernier week-end. En tête du journal, le réconfort du chef de l'État et le communiqué du ministre de la Défense. Restaurer la crédibilité du baccalauréat 2020, les candidats des bacs C, D et TI repassaient ce lundi des épreuves entachées par la fraude. Nous ferons le point de quelques centres d'examen dans ce 20h30. Et puis, il faut restaurer l'équilibre des finances de l'État par une meilleure performance des entreprises publiques. Le projet de budget 2021 exige une plus grande rentabilité de ces entités publiques. Le 20h30 ouvre le dossier sur les mutations en perspective. Voilà pour les titres. Développement après ceci. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Ouvrons avec ce communiqué du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense qui annonce que dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 août 2020, aux environs de 23h30, plusieurs terroristes non identifiés, dont 2 kamikazes, se sont introduits dans le village de Ngechewe, arrondissement du Mayo Moscota, département du Mayo Tchanaga, région de l'extrême nord, pour y commettre diverses exactions et atrocités. Après avoir attaqué les membres du comité de vigilance locale et d'autres civils, dont certains dans le branle-bas, se sont cachés dans des refuges de fortune. 2 kamikazes les y ont pourchassés et actionné des charges explosives. Les explosions vont semer la mort et la désolation parmi les personnes agressées. Le bilan humain provisoire de cette macabre attaque est le suivant: 19 morts civils, dont les 2 kamikazes, 16 blessés. Les blessés ont été évacués à l'hôpital adventiste de Koza et d'autres référés à l'hôpital régional de Maroua dans cette région de l'extrême nord. Les recherches et l'exploitation des témoins de cette tragédie ont permis d'établir avec certitude qu'il s'agit d'une attaque terroriste doublée d'attentats kamikazes. L'enquête ouverte par les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité permettra de préciser les contours de cette ignoble attaque. Et ce lundi, le calme revient progressivement à Ngechewe. Les populations de cet arrondissement du Mayo Moscota dans l'extrême nord ont fini d'enterrer les 17 victimes de l'attaque kamikaze de Boko Haram. Le gouverneur de la région est allé transmettre les condoléances du chef de l'État aux familles et des mots de réconfort aux nombreux blessés. Nous faisons le point de la situation avec Midji Yawa Bakari, le gouverneur, dans un entretien avec Alexis Guidjartouan de CRTV Extrême Nord. Et nous avons également enregistré un certain nombre de blessés, qui sont au nombre de 14, qui ont été référés dans les différents hôpitaux, à Mora, à Mokolo, mais également à Maroua. Surtout en cette période où les pluies sont arrivées, ils font des incursions, des prédations. Ils sont à la recherche de denrées alimentaires. Donc, ils sont allés tomber sur un nombre de villageois qui sont dans un camp de déplacés, mais qui utilisaient des terres pour l'agriculture. Donc, ils s'en sont pris à ces villageois-là en tirant sauvagement sur eux. Nous avons été dépêchés par la très haute hiérarchie, le chef de l'État, pour aller vers ces populations-là, leur présenter le message de réconfort du couple présidentiel, mais également un message de soutien, un soutien aussi bien moral que matériel. Nous allons, dans les heures qui suivent, y arriver pour porter ce haut message de réconfort, toucher du doigt ces réalités, tenir des réunions et organiser le comité de vigilance pour qu'elles travaillent aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, leur apporter le renseignement et l'information pour une intervention en temps réel.
Cet autre communiqué du ministre de la Défense, un aéronef de l'armée de l'air de type C-130 par une météo particulièrement difficile est sorti de piste à l'atterrissage dans l'après-midi du dimanche 2 août 2020 à l'aéroport de Maroua-Salak, département du Diamaré, dans cette même région de l'extrême nord. L'appareil en mission commandée avait à son bord 96 occupants, dont 5 membres d'équipage et 91 personnels des forces de défense en cours de déploiement au sein de la force multinationale mixte de la Commission du bassin du lac Tchad. En dehors de légers dégâts matériels à expertiser avec minutie sur l'aéronef, qu'un blessé ni une perte en vie humaine n'a été enregistré. Les enquêtes réglementaires prévues en pareille circonstance ont immédiatement été ouvertes pour déterminer les causes de ce regrettable accident. Ce sont là des communiqués signés par le capitaine de frégate Ntonfa Ngemo Cyril. Il est le chef de la division de la communication au ministère de la Défense donc. Autre chose à présent, 20 fois sur le métier. Remettez votre ouvrage des recommandations de Nicolas Boileau et adressé aux candidats des baccalauréats C, D et TI qui reprenaient le chemin des salles d'examen pour composer ce lundi les épreuves de physique, chimie et sciences de la vie et de la terre. Une reprise commandée par les fraudes constatées par les autorités. Arrêt ce lundi au lycée de Nkoleton ici à Yaoundé où 700 candidats environ étaient encore sur la ligne de départ pour les 3 épreuves. Barbara Padjama raconte l'ambiance de ce lundi matin. Il revient derrière des masques de mea culpa pour corriger une fuite entre les lignes. Plus de 700 candidats inscrits au centre de Coleton saisissent cette deuxième chance pour viser juste. Les lacunes que j'ai eues, j'ai pu les combler et maintenant je peux bien composer. J'ai bien étudié et je vais pouvoir écrire quelque chose. Les séries D, C et TI ont parcouru aujourd'hui les copies de physique et de chimie. Pour les sciences de la vie et de la terre, la réflexion c'est pour demain. Pour les encadreurs, on a gommé l'erreur et tourné la page. Ce matin, je vais dire, les candidats sont revenus, ils sont sereins et prêts à affronter les nouvelles épreuves qui vont leur être soumises. Quant aux épreuves, c'est la sécurité totale. Même la hiérarchie a un œil sur le grill. Nous sillonnons donc pour voir si effectivement les élèves ont répondu à l'appel et que si le corps administratif et tous les enseignants affectés à la tâche sont présents. Et depuis 4 heures du matin, nous sommes debout. Les épreuves ont démarré à 8 heures ce matin. Mais avant, tous les cartons étaient tenus et gardés top secret par les chargés de mission de l'OBC. Le communiqué du ministère de tutelle rappelant en salle les candidats du bac D, C et TI a fait glisser les dates du probatoire de l'enseignement général, décalées pour la semaine du 10 août prochain. Cette reprise de 3 épreuves du baccalauréat 2020 était effective à travers le territoire national, allant dans la région du Nord-Ouest, à Bamenda précisément, où des candidats apprécient les nouvelles épreuves proposées. On dit là-bas plus corsé qu'à la saison normale. Allons le voir dans ce reportage de Valentin Kouadeux à Bamenda. Bilingue de Bamenda Kwen ce matin, les 37 candidats ont tous répondu présents à ce rendez-vous. Cependant, certains que nous avons approchés, à l'instar de ce jeune homme, donnent son sentiment quant au contenu des épreuves. Cette épreuve n'était pas vraiment abordable par rapport à d'autres de la fois dernière, mais nous avons donné le mieux de nous. Il déplore également la reprise du bac. Malgré cela, il regarde le futur avec optimisme. Pendant que tout était fini, nous avons abandonné les cahiers et on nous fait comprendre que nous avons d'autres matières que nous devons reprendre. Vu que ce n'était pas facile, mais nous espérons atteindre notre but pour avoir le baccalauréat 2019-2020. Le centre du lycée bilingue de Bamenda Kwen regroupe 5 établissements et la reprise se déroule dans le strict respect des mesures anti-Covid-19. Même ambiance pour cette reprise des épreuves du baccalauréat, dans la sérénité également pour les candidats des régions de l'Est et du Sud. Faisons le point à Bertois et à Kribi dans cette synthèse de Elvire Nina Galim.
Supérieur, un objectif commun à obtenir à tout prix mais avec des moyens fiables et efficaces. Les candidats des séries D, C et TI au lycée bilingue de Kribi n'ont pas boudé le plaisir de reprendre avec sérénité les épreuves scientifiques du baccalauréat. Ici, 421 candidats enregistrés. Dans les différents centres d'examen, des innovations, renforcement de stratégies pour parer à toute éventualité. Dans la région du Soleil Levant, ambiance un peu studieuse au lycée bilingue de Berthois. Concentration maximale. Les candidats concernés par les épreuves de chimie dégagent un air de confiance. Aucun aspect n'est négligé. Le chef de centre d'examen joue le préparateur psychologique. Pour la reprise de ces épreuves C, D et TI, le lycée scientifique de Berthois enregistre 721 candidats. 2 cas d'abandon. La discipline est sans relâche pour éviter à nouveau une erreur. Ce sont plus de 15 000 candidats qui étaient ainsi en session de reprise du baccalauréat ce matin. Le délégué régional du ministère des Enseignements secondaires et le directeur de la communication de l'Office du bac ont effectué une visite dans des centres d'examen. Il fallait s'assurer que cette fois-ci, aucune fausse note n'entachera le déroulement de ce baccalauréat 2020 à ce stade-là. Session normale du baccalauréat 2020 qui se poursuit également. Ce lundi, les candidats du baccalauréat technique et du probatoire SVT et STT ont entamé ces épreuves. Sadou Mamoudou, notre reporter, relate ici la situation de ce matin au lycée technique industriel et commercial bilingue de Yaoundé. Regardez plutôt. 2 semaines pour poser le bon diagnostic des épreuves écrites et administrer la bonne dose de pratique suivant un protocole strict édicté par le gouvernement. Port obligatoire du masque, prise de température, lavage de mains, fouille corporelle personnalisée, goûter en salle. Les 877 candidats au baccalauréat STT, comme les 979 du probatoire du même ordre d'enseignement, suivent le rythme. La matinée a commencé avec une frayeur. On a craint qu'il puisse pleuvoir. Ça fait que ça a créé un engorgement à l'entrée, mais tout est rentré dans l'ordre. Le monde de l'emploi pour les finissants et l'accès en terminale pour ceux du probatoire. Pour cela, il faudra bien négocier les virages. La sérénité qui se lit sur les visages des apprenants semble rassurer à ce propos au centre écrit du lycée technique industriel et commercial de Yaoundé. Parlons économie à présent avec cet impératif, plus de rigueur dans l'évaluation des établissements publics et des entreprises publiques au Cameroun. Le dossier du 20h30 explore maintenant les voies de la performance telles que énoncées dans le projet de loi de finances 2021 en préparation. Les 81 établissements publics sont appelés à améliorer leurs services au public et les 39 entreprises publiques devront verser plus d'argent au trésor public. Une mini-révolution qui se prépare. Cyril Kinge-Mbepe. Les établissements publics au Cameroun cumulent au 31 décembre 2018 plus de 36 milliards de francs CFA de dettes. La récréation doit normalement s'arrêter parce qu'il n'y a plus suffisamment de ressources. On va peut-être revenir à ce qui doit être fait en amont, à savoir créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, il faut respecter un certain nombre d'exigences. Les plus mauvais élèves dans ce secteur sont les universités d'État et les hôpitaux publics. Désormais, la tutelle financière attend des résultats. On réduit les plaintes des usagers, mais au plan budgétaire ou au plan financier, il faut que ce service soit rendu au moindre coût. Pour les entreprises publiques, de manière claire, l'État attend que ces entreprises reversent des dividendes pour augmenter le budget de l'État. Les services doivent être concurrentiels désormais pour que l'État recueille plus d'argent dans ses caisses. Le constat est froid, il est clair. C'est que les établissements publics et précisément les entreprises publiques ne sont pas performantes. Pour l'instant, elles sollicitent même le ministère des Finances pour des appuis ponctuels et parfois des appuis qui relèvent la gouvernance interne. Depuis 3 années, une réforme est engagée. Son application va entraîner performance, effectivité et juste prix. Regardons à présent sur ce qui va changer concrètement. Les entreprises et établissements publics devront adopter de nouveaux paradigmes tels que la rentabilité, la compétitivité ou encore la gestion axée sur les résultats. Des concepts qui s'appliquaient jusque-là aux seules entreprises privées. Voici les projections de Rodrigue Bertrand-Thienou. 3 outils permettent d'apprécier la performance d'une entreprise publique.
l'efficacité, l'équité et l'équilibre macroéconomique. L'efficacité est d'abord technique et a trait à la production des biens et services avec les ressources comme prévu. Elle est ensuite allocative et concerne la production des biens et services qui procurent le bien le plus élevé à la collectivité nationale. Quant à l'efficience, elle apprécie la qualité de l'allocation des ressources financières et humaines. S'agissant du deuxième outil qu'est l'équité, il a trait à la politique salariale de l'entreprise, tandis que le troisième et dernier outil s'appuie sur la croissance de l'entreprise, sa capacité à résorber le chômage à travers la création d'emplois ainsi que sa fiscalité. Des leviers sur lesquels il va falloir donc bouger, actionner simultanément. Mais pour booster la performance de ces entités publiques, cela suppose généralement une recapitalisation. Le récent conseil de cabinet propose de creuser cette idée de l'ouverture du capital des entreprises publiques en difficulté au secteur privé. Capitaux privés, mode d'emploi, voici les explications de Lucrèce Mbenga. Le sillon de l'ouverture du capital des entreprises publiques en difficulté au secteur privé a été tracé à l'immeuble Étoile. Les fruits attendus ont pour nom la performance et la rentabilité de ces entreprises, mais aussi le soulagement du trésor public. Cette idée qui voudrait, n'est-ce pas, qu'on pense à l'ouverture du capital de ces entreprises au privé vient à point nommé. Si nous voulons faire de nos entreprises des instruments économiques de développement. En cas de besoin, c'est donc à travers le privé que des capitaux peuvent facilement être captés sur les différents marchés financiers. Ça peut donc faciliter l'accès à 4 types de capitaux. Ça peut faciliter l'accès aux capitaux privés. En plus, ça peut faciliter l'accès des bourses des valeurs. Le troisième capital, c'est le capital de risque. Et dernier ou quatrième type de financement que ça peut aboutir, c'est le financement mixte. Ça peut accélérer l'accès à l'investissement direct étranger. Le dernier point que je peux donc ajouter, c'est ça peut faciliter la structuration de l'entreprise au niveau micro et l'économie globale. Il y va de la viabilité de certaines entreprises en difficulté. Allons à Douala à présent, et dans cette capitale économique, le désordre urbain a fait son lit le long de nombreux axes, dont le trajet de la Total Golbon au stade de Japoma, une voie longue de 4 km qui est envahie maintenant par des vendeurs de vivres frais. Ils encombrent l'accès au stade littéralement. Les autorités municipales de Douala 3e sont donc vent debout pour déguerpir ces occupants anarchiques. À Douala, chose vue et entendue sur cet axe avec Léon Bertrand Tanefo. Pour de nombreux observateurs, le désordre urbain est assurément la grande malédiction de Douala. Ici, quand la route passe, l'anarchie suit. La route Total Golbon, stade Japoma, réceptionnée provisoirement il y a quelques semaines, se transforme déjà en un marché à ciel ouvert. Dépôts d'ordures incontrôlés, apparition sporadique des stationnements, ateliers de menuiserie sur le trottoir, commerce des fruits et des vêtements, tout semble se mettre en place pour faire perdre à l'infrastructure tout son prestige. Douala est une ville de business et tous les lieux sont bons pour pratiquer une activité rentable. Seulement cette anarchie porte un sérieux coup à l'entretien du patrimoine. La route qui attend encore la matérialisation intégrale et l'éclairage public subit déjà des travaux de maintenance. La mairie locale, quant à elle, envisage des actions de répression pour ne pas laisser le désordre s'installer. Suite à une résolution du conseil municipal, nous venons de recruter 100 policiers municipaux. J'ai dit 100 que nous allons mettre sur le terrain. Des actions qui vont faciliter la protection du patrimoine routier, mais aussi préserver son éclat et partant celui de toute la ville de Douala.
Le débat de la semaine se cristallise progressivement autour de la suppression récente de la prime de technicité pour certains agents techniques de la santé. L'opération qui se situe dans le cadre de l'assainissement du fichier solde provoque maintenant des grincements de dents chez certains personnels de la santé publique. Ce qui fait débat cette semaine, c'est une enquête de Agnès Solange à Bessolo. Au commencement était cette lettre du ministre de la Santé adressée au ministre des Finances le 23 juillet 2020. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir supprimer la prime de technicité, agent technique dont bénéficient encore les fonctionnaires de certains corps de santé. Une phrase de trop, selon ces médecins dits indignés, constituée en collectif. Au ministère de la Santé publique, l'on ne parle pas de retrait, mais plutôt de régularisation. Régularisation d'une anomalie due à la non-application des dispositions pertinentes du décret du chef de l'État de 2002 octroyant la prime de santé publique, la prime d'astreinte et la prime de technicité. Il ne s'agit donc pas d'une action singulière du ministère de la Santé, nous explique-t-on. Nous nous inscrivons dans la dynamique du premier chef du gouvernement qui est le superviseur du comité en charge de la gestion des opérations d'assainissement des fichiers soldes. Les médecins voient aussi d'un mauvais œil le timing attribué à cette baisse qui intervient quelques semaines seulement après la décision du président de la République du relèvement de l'âge de départ à la retraite des personnels de santé. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Précisons tout d'abord que sur ces débats relatifs à la suppression de l'indemnité de technicité agent technique, une séance de travail est prévue demain mardi entre le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, et ce collectif des médecins dits indignés. Il s'agira donc de ramener absolument la sérénité dans les rangs. Restons dans ce secteur de la santé publique pour faire à présent le point de l'état de la riposte nationale contre le coronavirus comme elle va. Une inquiétude nous annonce-t-on ce lundi. Les populations ne vont plus se faire dépister volontairement et massivement. L'inquiétude était relayée au cours du point de presse quotidien ce soir. Au QG de Messa, nous retrouvons notre reporter au centre des opérations des urgences de santé publique au quartier Messa, donc ici à Yaoundé. Bonsoir Évariste Eyenga. Bonsoir à votre invité, le docteur Amabo Frank Chi. Qu'est-ce qui fait donc problème sur cette question des tests volontaires au Covid? Bonsoir Adèle. L'orateur de ce soir, le docteur Alain-Georges Etundimbala, ne s'est pas limité à faire ce constat que vous venez de présenter si bien, constat de l'abandon des postes de dépistage volontaire par les populations, mais il a proposé un remède à la chose. Il invite les communautés à jouer leur rôle de relais dans la sensibilisation. Si chacun individuellement dans sa communauté pouvait encourager son voisin, encourager son frère, son collègue à se rendre vers les postes de dépistage dès lors que celui-ci présenterait un ou plusieurs symptômes de la maladie. Le coronavirus Covid-19 en communauté nous intéresse ce soir dans l'entretien que nous accorde le docteur Amabo Frank Chi. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Vous êtes médecin épidémiologiste. Dites... comment le coronavirus dans les communautés peut être stoppé? Merci Évariste. Vu cette transmission communautaire, sous l'impulsion du ministre de la Santé, il y a eu des interventions sur 5 domaines pour pouvoir contrer cela, notamment l'allocation des ressources au niveau des concentrés, la prise en charge des cas au sein des domiciles, le dépistage par des caravanes vers la population, la sensibilisation de proximité, mais également le renforcement de la surveillance par une surveillance fondée sur les événements. La surveillance, de quoi s'agit-il en fait?
Donc, il faut rappeler qu'avec cette épidémie, beaucoup d'informations circulent de par les réseaux sociaux, etc. Cette surveillance fondée sur les événements vise essentiellement à collecter ces informations aux rumeurs, les vérifier et les traiter pour pouvoir rapidement détecter d'éventuels cas de Covid-19. Donc nous appelons la communauté, ils peuvent contribuer à ce que nous puissions rapidement détecter les cas et agir en conséquence. Merci, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Vos réponses sont en cohérence avec les déclarations du docteur Alain-Georges Etoun Dimbala qui donnait le point de presse ce soir. Voilà, Adèle, l'essentiel des nouvelles sélectionnées pour vous ce soir. À vous le plateau. Merci Évariste, merci au docteur Amabo Frankchi pour ces éclairages et on pense que cela devrait rentrer dans l'ordre rapidement, que les tests redeviennent la norme. Dans la suite du journal, il y avait réunion des ministres de l'économie, des finances et de l'intégration de la CEMAC en visioconférence ce lundi. Il s'agit de la 11e session ordinaire du PREF CEMAC, le programme des réformes économiques et financières pour la sous-région. Sur les dossiers sur la table de ces ministres, voici le reportage de Marie-Laurence Senke. En vue d'assurer une relance économique vigoureuse qui offre des incitations de productivité aux entreprises et qui permettent aux États de trouver de la ressource pour le financement du plan de relance communautaire, les États membres de la CEMAC souhaitent la suspension pour la période de septembre 2020 à septembre 2021 des critères de convergence que sont le solde budgétaire de référence et le niveau d'endettement. Cette option permettra aux pays de la CEMAC de consentir des déficits qui contribueraient à alimenter le choc de croissance post-coronavirus. Les actions entreprises pour la riposte et la résilience face à la pandémie du Covid-19 et à la crise économique qui est due ont exposé les États à l'aggravation de leurs déficits, à l'accroissement des besoins d'endettement extérieur. La BEAC et la COBAC ont émis des réserves relatives à la suspension pour un an des critères de surveillance multilatérale sur le solde budgétaire de référence et le taux d'endettement afin d'éviter de transformer la crise budgétaire en crise financière. Au moment où nous quittions le site des travaux, les arbitrages définitifs n'étaient pas encore connus. En politique, il y avait concertation ce lundi à Yaoundé entre le ministre de l'administration territoriale et une délégation des chefs traditionnels du département du Vouri dans la région du littoral. Au centre de ces échanges, les dispositions légales qui devront régir les conseils régionaux. Voici les explications du ministre Paul Atanganji dans un extrait sélectionné par Augustin Guizana. S'agissant de l'élection des conseils régionaux, il y a un décret du chef d'État qui a déjà fixé le quota par région. Sur les 90, nous avons 70 qui sont issus des conseillers municipaux, 20 qui sont issus du commandement traditionnel. Le chef de l'État, c'est le juge de l'opportunité et le maître de l'agenda politique. Donc, il peut à tout moment décider de convoquer ces élections. Donc, nous devons être prêts. Et voilà des éclairages qui mettent un terme à ce 20h30. On retient essentiellement dans l'actualité qu'il faut restaurer la paix et la sérénité dans le Mayo Moscota, dans l'extrême nord. C'est la mission du gouverneur Midji Awa Bakari qui était sur le site de l'attentat kamikaze de ce dernier week-end, ce lundi. On a entendu dans ce journal le réconfort du chef de l'État, les condoléances aux familles et l'encouragement aux blessés. Il faut restaurer également la crédibilité du baccalauréat 2020. Les candidats des bacs C, D et TI repassaient ce lundi les épreuves entachées par la fraude récemment. Restaurer également les finances de l'État par une meilleure performance des entreprises publiques. Le projet de budget 2021 exige une plus grande rentabilité de ces entités publiques. Le 20h30 était sur les pistes de ces performances des entreprises publiques au Cameroun. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Daniel Menanga et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit. Il sera présenté par Gilbert Ongene
et Dieudonné Zra. Retrouvez immédiatement après le 20h30 Présidence Actu, Yves-Marc Mozo et ses invités qui reviennent sur l'actualité présidentielle de cette dernière semaine. Je vous quitte encore sur ces précieux rappels contre le Covid-19. Prenez grand soin de vous. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.